Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur l'histoire de l'Italie fasciste. Et après avoir évoqué comment le fascisme s'était emparé de l'Italie et comment le pays avait basculé dans une dictature d'extrême droite dans nos vidéos précédentes, il est temps de s'intéresser à définir l'idéologie fasciste. Il faut savoir que le fascisme a été une idéologie plutôt floue. Déjà durant ses premières années, il a pas mal évolué. Et il a gardé un certain flou sur ce qu'il souhaitait faire, mais maintenant au pouvoir, il peut appliquer une politique et définir un peu plus clairement ce qu'il souhaite mettre en place. Cela va être mis sur papier à la fin des années 1920, alors que ça fait déjà quelques années que le fascisme est au pouvoir, avec un article publié dans une encyclopédie officielle et signé par Mussolini, même si en réalité cet article a été en grande partie rédigé par Giovanni Gentile, qui est un historien, philosophe et intellectuel italien, qui sera un des intellectuels du fascisme italien, un de ses idéologues importants, occupant notamment des fonctions culturelles importantes dans le régime fasciste. Donc, qu'est-ce qui définit cette idéologie? Alors, l'élément le premier qui peut venir en tête, c'est le nationalisme. Cette idée que il faut d'abord défendre déjà avant tout les intérêts d'Italie comparé par rapport aux autres pays, l'idée de vouloir faire de l'Italie une grande nation, mais donc également aux dépens des autres et dans une vision un peu antagoniste. On a la nation italienne face aux autres nations. Là, c'est un peu ce qu'on va retrouver classiquement dans l'extrême droite, c'est de constituer un groupe social qui va être le nous et qui est opposé à un groupe extérieur, eux, et groupe qui peut se constituer sur des critères nationaux, ethniques, religieux, sociaux, etc. Là, ça dépend les courants de l'extrême droite, etc. Si c'est plutôt une extrême droite religieuse, une extrême droite nationaliste, raciste. En fonction des cas, on va avoir des critères différents qui peuvent plus ou moins également se recouper. Et dans le cas italien, c'est plutôt du coup sur des critères nationaux qu'ethniques. Il n'y a pas vraiment une notion particulière de race, d'une supériorité raciale, en tout cas pendant longtemps. Ça change par la suite, on verra tout à l'heure dans la suite de cette vidéo les évolutions qu'il y a dans l'idéologie fasciste, sur cette question-là du coup notamment. Mais c'est pas l'aspect le plus central, c'est plutôt sur un aspect de la nationalité, une supériorité culturelle des Italiens, plus que raciale. Alors il y a quand même du racisme dans l'Italie fasciste, mais dans la société de l'époque en Europe, dans les sociétés de l'époque européenne où le racisme était au final assez présent, l'Italie fasciste ne se démarque pas particulièrement là-dessus. Et elle est clairement moins axée sur cet aspect-là que son allié nazi en Allemagne, pour qui du coup l'aspect racial est central. Il y a toute une hiérarchie de la race dans l'idéologie nazie en Allemagne. Mais dans cette optique de vouloir reformer une Italie puissante, dominante, on a la référence également à deux moments du passé italien particulièrement importants. Là aussi, l'extrême droite aime bien faire référence à des passés glorieux, en partie mythifiés. Il s'appuie plus sur le mythe de ce passé que sur sa réalité historique. Et ces deux périodes sur lesquelles le fascisme italien s'appuie, c'est le Risorgimento, qui est la période de réunification italienne, et l'Empire romain. Ces deux périodes importante pour la péninsule italienne, pas pour l'Italie en tant que pays qui n'existait pas il y a 2000 ans, mais pour cet espace géographique, puisque c'est la période où en fait, il dominait le monde, pour la première, l'Empire romain, alors le monde méditerranéen, mais c'était à l'époque le gros du monde connu, et la période qui a vu la naissance, ou la renaissance d'une nation italienne. Donc ces deux éléments centraux, et Mussolini ainsi évoque l'idée de refonder une troisième Rome. Les références à l'Empire romain, plus largement à la période romaine, sont ainsi nombreuses. Dans l'art, notamment la sculpture, moins la peinture, on a le cinéma également, l'architecture, la littérature, etc. L'enseignement également d'histoire romaine à l'école. Et pour ce qui est des films, on a des grands films de propagande qui sont réalisés sur la période. Mais à chaque fois, dans ces références à la période romaine, on a quand même des biais. On a, on déforme cette histoire pour mettre en avant et valoriser certains aspects et en dévaloriser d'autres. Et par exemple, on a le cas de Scipion l'Africain, qui est un général romain qui a mené des guerres contre Carthage, d'où son nom, l'Africain. Il a gagné des batailles en Afrique. Il y a un film qui est réalisé sur lui pendant la campagne en Éthiopie, quand l'Italie en 1935 envahit l'Éthiopie. On met en avant ce personnage-là, parce que c'est un général romain qui a remporté une guerre contre un royaume africain. Le parallèle est assez évident. Au contraire, l'empereur Caracalla
qui a étendu la citoyenneté romaine à l'ensemble des citoyens de l'Empire en 212 de notre ère, et lui présenté négativement comme un mauvais empereur. On ne donne pas la nationalité, cette nationalité italienne qui est supérieure à tout le monde. Il faut quand même la mériter. Et donc celui qui l'a fait, ou en tout cas l'a donné trop largement, c'est pas bien. Donc il y a toujours cet usage de propagande. Ensuite, dans les références à l'Empire romain, on a ne serait-ce que la marche sur Rome qui s'inspire du coup de César quand il franchit le Rubicon, le terme fasciste également qui fait référence aux faisceaux de Romains, puisque c'est les lames que portaient les licteurs. Les licteurs eux-mêmes du coup est un nom qui se retrouve dans la nouvelle organisation de jeunesse de l'Italie fasciste. Le légionnaire romain est pris en exemple, l'exemple du valeureux soldat italien, donc c'est glorifié. Les faisceaux de combat reprennent le nom des unités romaines, légions, cohortes, mandibule, etc. On a également glorification des marines romaines, dans l'idée que l'Italie doit avoir une puissante marine et dominer la Méditerranée qui est perçue comme la mer de l'Italie. C'était la mer de l'Empire romain, donc c'est la mer de l'Italie, la Mare Nostrum, et donc c'est pour ça aussi que l'Italie va avoir une intervention dans le monde méditerranéen, envahir l'Albanie, la Grèce, une partie de la Yougoslavie, intervenir dans la guerre d'Espagne, chercher à s'étendre du coup aussi en Afrique du Nord. C'est ce pourtour méditerranéen qu'elle espère dominer. On a également le fait que la fête nationale du régime fasciste est la célébration de la naissance de Rome, et on a également la mise en avant du latin. Donc vous voyez, il y a plein d'éléments pour faire référence à cette période glorieuse de Rome. Ensuite, il y a d'autres aspects qu'on retrouve dans le fascisme italien, au-delà des aspects nationalistes. On a l'idée de faire un homme nouveau, transformer l'italien pour en faire déjà un combattant dévoué à la nation, à l'État, qui est central dans la vision du fascisme italien, où tout est dans l'État. Un homme nouveau également, héritier de la Première Guerre mondiale, forgé par l'expérience de la guerre et de la violence, et un homme nouveau qui est censé du coup incarner la régénération de la nation italienne. Donc ensuite, il y a, comme je vous l'ai dit, l'idée que l'État est central. L'individu n'est rien comparé à l'État. On peut citer la célèbre formule de Mussolini, tout dans l'État, rien contre l'État, rien en dehors de l'État, qui a été prononcée devant la Chambre des députés le 26 mai 1927. Cela va ainsi justifier l'autoritarisme croissant, tombant rapidement dans la dictature puis le totalitarisme, avec la fin des libertés individuelles, notamment tout ce qui va être liberté de la presse, fin de l'état de droit, des élections, du pluralisme, etc. Tout ce qui est droit de l'homme, les lumières, le libéralisme politique sont donc rejetés. Croire, obéir, combattre, ça devient des valeurs centrales du fascisme italien. On a également le corporatisme, qui est vu un peu comme une troisième voie entre le libéralisme et le socialisme. Alors dans les faits, celui-ci va plutôt servir les intérêts du patronat, c'est plutôt un corporatisme au service du patronat, donc plutôt penchant côté libéralisme, mais on veut du coup dénoncer tout ce qui est lutte des classes en fait. La nation italienne est censée être unie, aussi bien des ouvriers aux patrons, et donc toute notion de lutte des classes vient briser cette unité de la nation italienne. Les ouvriers italiens doivent être unis avec leurs patrons contre les ouvriers français, à la différence du coup de la vision du socialisme, qui va considérer que les ouvriers français et italiens sont unis contre leur patronat, quel que soit le pays. Donc là, on est sur deux visions très opposées, et le corporatisme, du coup, on vient souvent à favoriser le patronat, qui, en l'absence de lutte des classes, est favorisé parce qu'il est déjà au-dessus socialement. D'autant plus que dans le fascisme italien, la hiérarchie sociale est considérée comme quelque chose d'important, central et naturel. Donc si le patron est au-dessus socialement, cela est naturel et ne doit donc pas être remis en question. Et cela va aussi avec un culte du chef, du coup dans cette hiérarchie sociale, le duce est tout en haut, et cela est naturel, cela ne doit pas être remis en question. On a donc un fort rejet des idées socialistes, communistes, anarchistes, qui donc portent cette lutte des classes, cette division de la société italienne aux yeux des fascistes, et avec donc le rejet du libéralisme politique, en fait, c'est tout ce qui est de gauche qui est profondément rejeté par le fascisme italien. On peut notamment prendre une citation de Mussolini. Le fait est que le 19e siècle était le siècle du socialisme, du libéralisme, de la démocratie. Ceci ne signifie pas que le 20e siècle doit être aussi le siècle du socialisme, du libéralisme et de la démocratie. Les doctrines politiques passent, les nations restent. Nous sommes libres de croire que ceci est le siècle de l'autorité, un siècle tendant vers la droite, un siècle fasciste. Si le 19e siècle était le siècle de l'individualisme, le libéralisme implique l'individualisme, nous sommes libres de croire que ceci est le siècle collectif et ainsi le siècle de l'État. Donc Benito Mussolini, la doctrine politique et sociale du fascisme, publiée en 1933.
Cependant, malgré tout cela, le fascisme reste une idéologie assez plastique, unifiée vraiment, en fait, surtout par la figure de Mussolini ou Duce, le leader suprême autour duquel le culte du chef s'organise et qui est le seul idéologue permanent du régime. Cela va permettre des évolutions. Déjà sur l'aspect social, on l'a vu dans notre première vidéo sur l'Italie fasciste, au début, les faisceaux de combat, avant de former le Parti national français, avaient un discours plutôt social à côté du nationalisme. C'était des rouges-bruns, si on veut les définir grossièrement ou comme on le ferait aujourd'hui, avant de progressivement écarter l'aspect social pour basculer dans une politique plutôt favorable au patronat, voire même très favorable au patronat, en brisant les syndicats. Mais on a également le renforcement du racisme et de l'antisémitisme, qui, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, n'était pas du tout centraux dans l'idéologie fasciste à l'origine. Beaucoup moins que chez son allié allemand. L'idée de la nation était ainsi plus importante que celle de la race. C'est une idéologie déjà qu'en plus qui n'était pas particulièrement antisémite. On avait des juifs qui étaient membres du Parti national fasciste, qui pouvaient même avoir des responsabilités au sein du régime. Il y avait 10 000 adhérents juifs au sein du PNF en 1938. Et certains avaient même été élus sous les couleurs fascistes. Et sur la question de l'antisémitisme, Mussolini déclare en 1929 « Les Juifs sont à Rome depuis l'époque des rois. Ils étaient 50 000 sous Auguste. Ils demandèrent à pleurer sur les dépouilles de Jules César. Nous les laisserons en paix. » Et en 1932, il condamne le racisme lors d'un entretien avec le journaliste allemand Emil Ludwig, déclarant alors « Il n'existe plus une race pure. » Et au palais de Venise, il va recevoir en 1934 le grand rabbin de Rome, montrant là aussi le fait qu'il considère tout à fait normal d'avoir des relations avec les représentants juifs. Alors, le régime n'en est pas pour autant un chantre de la tolérance. Y a du racisme, il y a de l'antisémitisme tout de même, mais en fait, à une époque où ce racisme et cet antisémitisme sont présents quand même dans pas mal de pays, l'antisémitisme en France était pas mal présent aussi, on l'avait vu bien avant avec l'affaire Dreyfus. Et puis encore dans les années 30, on a un fort antisémitisme. On a des propos antisémites qui sont tenus notamment contre Léon Blum à l'Assemblée nationale. On retrouve aussi ça du coup en Angleterre. Et le racisme envers les populations colonisées est également très fort. Mais donc dans ce contexte-là, l'Italie ne se démarque pas sur cet aspect-là. Cependant, ce racisme et cet antisémitisme vont se développer progressivement dans les années 30. Alors à partir de 1935, c'est surtout le racisme qui est plus fortement mis en avant dans le cadre de la guerre en Éthiopie. On envahit l'Éthiopie, qui était un royaume à l'époque et indépendant, c'est un des rares royaumes non colonisés d'Afrique, ça doit être le dernier à ce moment-là, puisque le Maroc, qui avait été aussi un des derniers, est également fini par être colonisé. Donc, quand on envahit ce territoire, il faut le justifier également. Et donc, mettre en avant la supériorité des Italiens sur les Éthiopiens, sur les Africains en général du coup aussi, c'est important. On a également, dans ce cadre-là, une politique qui est menée contre le métissage, avec des lois qui sont contre les métis, et ce qui va aboutir, donc on cherche à empêcher les soldats italiens d'avoir des enfants avec des Africains, ou avec des Africaines, ou des Italiennes d'avoir des enfants avec des Africains, mais là les contacts sont quand même plus rares, puisque c'est d'abord l'armée qui est sur place, donc des hommes, et on cherche donc à limiter ça, à éviter de pervertir un peu du coup la race italienne. Là on retrouve un aspect racial. Et cela va aboutir à une loi contre le métissage en 1940, qui déclare que le métis déjà ne peut pas être reconnu par son parent citoyen italien, qui ne peut pas prétendre au nom de famille du parent italien, même si c'est du coup son père, et l'accès aux établissements scolaires destinés aux Italiens leur est également interdit. Donc on veut vraiment s'assurer que les métis n'aient pas accès à la citoyenneté italienne et aux privilèges accordés aux Italiens. Plus largement, c'est un discours colonial et raciste qui se développe notamment dans le cadre scolaire, avec une présentation des soldats africains comme des sauvages et des Italiens comme des libérateurs, alors qu'ils viennent envahir le pays. Et on retrouve officiellement dans le programme scolaire italien le fait que l'italien a une supériorité raciale sur l'africain à partir de 1937. Pour ce qui est de l'antisémitisme, ça va commencer plutôt à partir de 1937, avec des pamphlets antisémites qui commencent à être diffusés dans la presse, qui, je vous le rappelle, est sous contrôle fasciste. Donc c'est le régime qui décide de laisser ces pamphlets-là, ces propos-là être diffusés. Mais c'est vraiment l'année 1938 qui est la rupture avec des lois antisémites qui sont adoptées. Celles-ci excluent les juifs de certaines professions, notamment de l'administration et de l'université, même si cela exclut les vétérans de guerre qui gardent un certain privilège de pouvoir continuer d'exercer leurs fonctions. Quelle générosité! Et la propagande antisémite se développe et se renforce. Alors pourquoi il y a cette évolution à ce moment-là? On a souvent considéré que c'était l'influence allemande qui était la seule responsable de cette évolution.
c'est en réalité un peu plus compliqué que ça. Oui, l'Allemagne, l'exemple allemand a été important dans cette évolution, mais de manière plutôt indirecte. L'Allemagne n'a pas demandé à l'Italie fasciste de prendre des mesures antisémites durant cette période-là. Par contre, l'Italie fasciste va le faire déjà en partie pour plaire à l'Allemagne, même si elle n'avait rien demandé de particulier sur le sujet, mais bon, prendre des mesures antisémites, ça peut toujours faire plaisir à des nazis, mais c'est également pour prendre exemple, s'inspirer de l'Allemagne nazie. En effet, celle-ci est un peu perçue comme un modèle pour les fascistes italiens, puisqu'en fait, ils réussissent mieux qu'eux. Déjà, pour ce qui est de la prise en main de la société, la mise en place du régime totalitaire, là, les nazis, ils vont bien plus rapidement et bien plus fort que l'Italie fasciste. En quelques années, ils arrivent à avoir une prise en main de la société plus forte que l'Italie fasciste ne l'avait, alors qu'eux, ils étaient au pouvoir depuis une quinzaine d'années. Puis militairement, ils remportent plus de succès également. Ils arrivent à imposer rapidement le réarmement de la Rhénanie, à pouvoir imposer leur vue sur l'Autriche, sur la Tchécoslovaquie. En Italie, on voit que ça marche mieux. Donc on veut s'en inspirer. Et donc parmi les éléments dont on va s'inspirer, il y a l'antisémitisme nazi. Et cela va pouvoir s'appuyer sur l'antisémitisme déjà existant au sein du PNF et dans la société italienne. Il y a toujours eu de l'antisémitisme en Italie comme dans le reste de l'Europe. L'Église avait également des courants antisémites. Donc ça va être des bases sur lesquelles s'appuyer. Et puis, comme je vous l'ai dit plus tôt dans la vidéo, le fascisme italien, comme l'extrême droite en général, construit un nous contre eux. Cette idée d'avoir un groupe social homogène contre les groupes extérieurs, c'était présent. Donc après, la nature du groupe extérieur peut évoluer. Et donc maintenant, on y inclut les juifs. Mais la base qui permettait de construire cette discrimination était déjà présente. Après, pour Mussolini, en plus, si certes il y avait des juifs présents dans le PNF, 10 000 à peu près, il y en avait également de nombreux qui étaient militants dans les organisations de gauche, socialistes, communistes, anarchistes, et à être opposants au régime. Donc là aussi, ça pouvait l'aider à pas être trop réticent à l'idée de basculer dans l'antisémitisme pour combattre ces juifs qui s'opposaient à lui. À ce moment-là, le régime va également chercher à montrer qu'il a toujours été raciste et antisémite. En effet, comme je vous l'ai dit, ça n'avait pas toujours été le cas, et ça pouvait créer un peu un sentiment d'incohérence. Mussolini n'aime pas trop ça. Il veut montrer qu'il est quelqu'un de cohérent, avec des idées qui se suivent, qui n'évoluent pas, ou en tout cas ne changent pas, qui ne retournent pas sa veste. Donc il faut montrer qu'il a toujours été antisémite, toujours raciste, que c'était toujours présent. Et donc pour ça, il va s'appuyer déjà sur des propos antisémites et racistes qui étaient déjà tenus avant par des militants fascistes. Il y a toujours eu, comme je vous l'ai dit, des antisémites dans le parti. Et sur certains de ses propres propos, où on pouvait trouver des références à la question de la race juive. Déjà, en 1911, il a un texte où il en parle. Et dans ses discours, parfois, il évoque le sujet, notamment sur la question du judéo-bolchevisme. Il reprend cet élément de langage antisémite, d'associer le danger communiste au danger juif. Alors, lui, c'était plutôt le danger communiste qui mettait en avant, mais comme il évoquait également l'aspect juif, maintenant, il va dire, regardez, avant déjà, j'en parlais du danger juif. Vous voyez, je suis cohérent. Il y a également sa vision des Ariens qui évolue, puisque à une époque, il va dénoncer un peu la prétendue supériorité raciale des Ariens, auxquels les Italiens n'appartenaient pas. Puis après 1938, il commence à dire alors oui, si, nous, les Italiens, on est aussi des Ariens, et en effet, ils sont supérieurs, on est une race supérieure, on fait partie de cette race supérieure, oui. Quoi, j'ai dit avant que c'était pas le cas? Ah non, mais j'ai dû me tromper, vous avez mal compris, puis vous savez, les races, tout ça, ça change, ça évolue, c'est compliqué, vous inquiétez pas, arrêtez pas de réfléchir, juste écoutez-moi, c'est bon. Donc voilà, vraiment toutes ces évolutions, toute cette plasticité de l'idéologie fasciste, beaucoup plus que l'idéologie nazie. Et pour ce qui est des mesures antisémites, elles sont globalement bien appliquées par l'administration italienne. Par contre, leur définition du juif, c'est une définition qui elle aussi est moins raciale que chez les nazis, puisque notamment les juifs qui se sont convertis à d'autres religions sont épargnés par les mesures de discrimination. Donc c'est vraiment plus l'aspect religieux et social que l'aspect racial qui est mis en avant dans l'antisémitisme italien. Donc encore une fois, on voit cette différence par rapport à l'Allemagne nazie. Il y aura également des projets de déporter les juifs en Éthiopie, mais pas en Allemagne, et il n'y a pas de projet d'extermination des juifs dans le fascisme italien. Cependant, à partir de 1943, une partie vont être déportés en Allemagne et subir la politique d'extermination dans ce qui est la République de Salo, qui, lorsque l'Italie est en train d'être libérée et que le fascisme s'effondre,
On a une partie du territoire qui reste sous contrôle fasciste, mais vassalisée complètement sous contrôle de l'Allemagne nazie, la République de Salo. Et donc là, forcément, les Allemands peuvent imposer leurs vues et leurs objectifs. Et il y aura 8500 juifs qui seront déportés, et malheureusement, seulement 1 millier pourront revenir de l'horreur des camps. Et donc, en conclusion, on voit voilà, ce fascisme italien qui est très évolutif. Et ce qui fait que c'est un terme, le terme fasciste est plus facile à utiliser un peu à l'emporte-pièce pour désigner un courant politique que le nazisme, puisque en fonction de quelle période du fascisme on parle et de quel fasciste on parle, ça peut désigner des choses très différentes. Et puis plus largement, on a tendance à utiliser ce terme aussi dans les sphères politiques pour désigner tout ce qui va être extrême droite, voire tout ce qui est un peu trop à droite, parfois du coup en s'éloignant vraiment de tout ce qui pouvait définir le fascisme à l'époque. C'est devenu plus un terme polémique, un terme dans l'usage courant, qu'un terme désignant une idéologie spécifique et étudiée scientifiquement par des politologues ou par des historiens. Plus que le terme nazi, même s'il aussi peut être utilisé, mais qui garde plus du coup quand même un lien clair avec son idéologie de base. Mais là, on rentre dans l'utilisation en fait politique des termes. Oui, une partie de l'extrême gauche va avoir un usage détourné du terme fascisme, comme une partie de la droite va utiliser le terme woke pour désigner tout ce qui est vaguement progressiste, sans trop faire de distinction. Parce qu'évidemment, quand on rentre dans la polémique politique, utiliser des termes qui rabaissent l'autre courant, l'adversaire politique, c'est pratique, même si ça n'a pas vraiment de réalité scientifique derrière. Mais ça, c'est un autre sujet. Mais en tout cas, j'espère que cette vidéo vous a intéressé, que vous avez appris des choses et que ça vous a aidé à y voir plus clair sur ce que c'est le fascisme italien, ses évolutions, ses différences par rapport au nazisme, même si je ne suis pas rentré dans tous les détails parce que c'est des sujets complexes, en fonction des courants, en fonction des évolutions. Mais j'espère que ça vous a quand même donné quelques éléments utiles. Donc n'hésitez pas à aimer, commenter et partager cette vidéo. Au revoir tout le monde!